quelques mots avant de vous saluer. Je suis très émue d'être ici, et ce pour deux raisons. La première, c'est que la journée droit, liberté et foi a été... les journées ont été organisées par mes lointains prédécesseurs, c'est-à-dire les bâtonniers Flécheux et Adair. Et donc, lorsque moi-même j'ai été bâtonnier en 1998 et 1999, j'ai mis mes pas dans les leurs et j'ai eu donc le bonheur de participer à ces journées qui sont toujours d'une grande richesse. Mais Monseigneur Lustiger avait initié ces journées et j'ai eu l'honneur et le plaisir, comme je l'ai toujours, de siéger au Conseil économique diocésain auprès de Monseigneur 23 maintenant. Mais avec Monseigneur Lustiger, nous avons passé des moments très forts pour décider de la construction des Bernardins, et notamment les différentes étapes et difficultés qu'il fallait franchir, dont le financement qui n'était pas le moindre. Donc ce sont des souvenirs très chaleureux, très émouvants, et nous sommes, vous le savez, vous lisez probablement les programmes des Bernardins, nous sommes à quelques heures de l'anniversaire des 10 ans de la mort de Monseigneur Lustiger. Donc toutes ces raisons font que je suis extrêmement émue et que je suis heureuse d'avoir finalement cette opportunité d'une impossibilité de la vice-bâtonnière pour pouvoir vous saluer ce soir. Monseigneur, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, mes chers consoeurs, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, la loi est-elle toujours souveraine? L'a-t-elle jamais été? A-t-elle un pouvoir qui l'emporte sur les autres? Et là, il s'agit de la définition de la souveraineté. A-t-elle en elle-même ce caractère de souveraineté, là où existent des normes internationales, européennes, nationales? Elle l'est et elle ne l'est pas. La loi serait souveraine s'il y avait une loi unique exclusive. Or, la multiplicité des textes internationaux, européens, nationaux, l'articulation parfois complexe en dépit de la hiérarchisation brouille la notion de souveraineté. La souveraineté de la loi peut être évoquée si elle ne subissait pas la contingence de l'actualité et l'immédiateté d'une réponse ciblée, le compromis résultant de l'appréciation divergente de ceux qui l'élaborent, divergence au nom d'une démocratie dans des hémicycles d'élus. La souveraineté pourrait être évoquée si elle gardait une distance suffisante pour retenir les principes et non les décliner jusqu'à empiéter sur le règlement. En un mot, la loi serait souveraine si elle souhaitait exprimer sa souveraineté. La loi serait souveraine si elle ne devait pas être transformée, interprétée par le juge, agacé par son imprécision et même parfois son inadaptation à une société telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être. Si elle n'était pas dépassée par la création prétorienne, la loi serait souveraine si elle ne devait pas être méprisée ou contournée par ce qu'elle gêne ou qu'elle entrave. À l'aune de la souveraineté se mesurent l'effectivité et la sécurité juridique. Et pourtant, la souveraineté de la loi est indispensable dans un état de droit.
Elle crée les institutions qui sont nécessaires à cet état de droit. Elle organise la société, influence les comportements. Sa référence supérieure à la Constitution, elle en tire sa force. La loi est donc mesurée, contrôlée, acceptée ou annulée par le Conseil constitutionnel, non dénommé en France Cour suprême. Nous entendrons dans un instant le professeur Rousseau rappeler les principes fondamentaux à valeur constitutionnelle, socle et boussole de notre état de droit. La loi les respecte, tous les textes, quelle que soit leur source, y sont assujettis. Chaque citoyen peut désormais bénéficier directement de cette sécurité par la question prioritaire de constitutionnalité. Ce citoyen, dont Patrick Spinozzi, avocat à la Cour de cassation au Conseil d'État, va nous entretenir. Ce citoyen, qui est lui aussi dépositaire d'une responsabilité, qui a un rôle dans la société et qui veut participer personnellement au bien commun. En quelques mots, je voudrais évoquer ici le rapport du Conseil d'État de 2013 sur le droit souple, histoire de provoquer un peu les deux orateurs et la salle. Il n'est pas possible d'évoquer ici la totalité du rapport exceptionnel de richesse du Conseil d'État. Je n'évoquerai pas non plus l'utilisation du droit souple par les pouvoirs publics, mais seulement dans le secteur privé. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, compte tenu de ce qui nous réunit, dans le cadre de ce propos, c'est précisément cette liberté directe de créer une règle et de s'y soumettre. Le Conseil d'État explique son choix sur un thème qui, pour lui aussi, était provocateur. Le droit souple, je cite, « On constate à côté des sources traditionnelles du droit, lois, décrets, contrats, conventions internationales, etc., le développement croissant d'autres instruments qui ont en commun de ne pas obliger leurs destinataires, mais contribuent à orienter les comportements. En publiant cette étude, le Conseil d'État entend contribuer à la prise de conscience d'un phénomène dont l'importance ne peut plus être ignorée. La qualité et le droit ne peut se limiter aux questions strictement juridiques, telles que la conformité aux normes hiérarchiquement supérieures, l'intelligibilité ou le respect des règles légistiques. Admettre le droit souple comme faisant partie du droit incite à envisager, pour un objectif politique donné, l'ensemble des instruments susceptibles d'être mis en œuvre, qu'ils relèvent du droit dur ou du droit souple, et à mettre en balance leur effectivité. Ainsi, il s'agit d'un mode alternatif de régulation où l'on retrouvera la co-régulation dans le domaine public et l'autorégulation dans le domaine privé. L'autorégulation sous la forme de codes de conduite, d'accords sectoriels qui visent, dans le secteur privé actuellement, essentiellement la responsabilité sociale des entreprises, le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF et les contrats types en matière de produits financiers dérivés, par exemple. Dans ce même domaine privé, concernant les entreprises et les adhésions des principes internationaux, tels que le Global Compact, qui est d'une source onusienne en 2000, les principes directeurs de l'OCDE pour les multinationales, 1976, la déclaration de l'OIT pour les multinationales, 1977. Il y a des adhésions qui sont des adhésions faites par des entreprises qui appliquent des règles qui vont dépasser les frontières.
L'adhésion est donc une expression d'une liberté. Elle va être le moteur de l'effectivité de la règle. Ce mode alternatif est l'expression de cette liberté, de ce consentement, de cette adhésion, qu'elle s'appelle code, charte, ligne directrice, recommandation, bonne pratique ou même contratype. C'est avant tout un acte de liberté, de volonté, une technique raffinée pour créer une souveraineté limitée dans un cercle fermé et restreint. C'est une sorte de serment. J'adhère à des valeurs qui vont déterminer un comportement. Je partage ces valeurs. L'engagement est de les respecter, mais aussi admettre que tous ceux qui composent le groupe tendent à la même finalité, mais n'ont pas nécessairement les mêmes moyens pour appliquer la norme, du moins immédiatement. La tolérance est alors d'accepter l'explication qui peut être légitime pour ne pas appliquer la règle. Ainsi, se met en place un processus de régulation original, consenti, partagé, discuté. Est-ce une réponse à la question posée en 2017 ? La loi est-elle en crise ? C'est certainement la reconnaissance par un groupe qu'une règle est nécessaire, une norme doit être adaptée et une régulation spécifique seule peut représenter cette adaptation. Est-ce une recherche commune de règles vertueuses, de celles qui transforment le marché ? C'est un objectif. Est-ce un conformisme imposé par les convenances d'une catégorie ? Peu importe. Si la liberté de l'adhésion conduit à suivre le troupeau sur un chemin d'amélioration. Toutes les hypothèses ont été envisagées depuis les 20 dernières années où le droit souple s'est révélé. Le droit souple ne peut s'affranchir de toutes les règles et doit évidemment respecter les libertés fondamentales et les règles d'ordre public. En revanche, si la norme n'est pas respectée, le décalage entre l'affirmation et la réalité va faire courir un risque de réputation. Si l'explication est insuffisante, il faudra l'améliorer, ainsi rien n'est irrémédiable. Cette liberté de choix, de mode alternatif, qui a pour moteur la volonté, non pas d'échapper à la loi, mais de rechercher des améliorations librement consenties, mettent au centre de la régulation la conscience des parties prenantes. Si je souhaitais précisément évoquer ce soir ce mode nouveau, je voulais ainsi dire que la foi dans les hommes et les femmes de bonne volonté est une réponse à toutes les crises. Je vous remercie. Alors, monsieur le professeur, vous avez la parole sur les valeurs fondamentales. Très bien, merci. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord, évidemment, de remercier les organisateurs de cette rencontre et de cette réflexion sur la crise de la loi, avec le point d'interrogation, évidemment, qui s'impose, et de vous dire tout l'honneur qui est le mien d'être parmi vous ce soir pour partager une réflexion sur la loi et notamment la souveraineté encore présente de la loi. Alors, d'abord, évidemment, peut-être définir, comme on dit habituellement, les termes du sujet. Quand on dit « la loi est-elle souveraine », de quelle loi parle-t-on ? En tous les cas, de quelle loi un juriste parle ?
Alors, il y a plusieurs définitions. Il y a la définition de Montesquieu. La loi, c'est le rapport nécessaire entre les choses, qui est une définition, disons, plutôt sociologique de la loi. Il y a la loi, évidemment, la loi de Dieu. Est-elle souveraine ? Mais pour un juriste, ce qui intéresse sa réflexion, c'est la loi votée par les élus du peuple, ou la loi votée directement par le peuple, par la voie du référendum, et qui a pour ambition, pour finalité, pour objet et le mot que je vais employer est volontairement celui-ci, avec la volonté de normer le comportement des acteurs sociaux, que ce soit les individus, les collectivités, les entreprises. C'est ça l'objet de la loi, c'est de normer les comportements, et de la loi juridique. Encore une fois, mon sujet ne portera que sur ce type de loi-là, pas la loi morale, pas la loi religieuse, pas la loi sociologique, la loi telle qu'elle est votée par le Parlement. Et la question est de savoir si cette loi votée par les élus du peuple, qui, comme toutes les autres lois, a pour ambition de normer, de guider, d'orienter, d'imposer aux individus, aux acteurs sociaux, un comportement plutôt qu'un autre. Est-ce que cette loi est souveraine, c'est-à-dire est-ce qu'elle atteint son objectif ? La souveraineté, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, le caractère souverain d'un acte, c'est d'être précisément indéterminé, incontrôlé et illimité. Le caractère souverain, si on reprend par exemple les grandes définitions de Jean Bodin sur la souveraineté, le souverain, c'est une puissance inconditionnée, illimitée et perpétuelle. Donc, est-ce que la loi, aujourd'hui, est souveraine, c'est-à-dire est-ce que c'est une puissance illimitée au-dessus de laquelle il n'y a rien d'autre, sinon elle ne serait plus souveraine. S'il y a quelque chose au-dessus de la loi, elle est plus souveraine et sera subordonnée. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de la loi ? Est-ce que cette loi aujourd'hui, telle que je l'ai définie, réalise toujours son objectif d'orienter le comportement des acteurs sociaux ? Alors, je voudrais peut-être, si vous le permettez, un peu élargir le sujet par rapport à ce que mon ami et collègue Xavier Delcros m'avait proposé, pour essayer de soumettre à votre réflexion les 3 raisons pour lesquelles je considère qu'aujourd'hui la loi n'est plus souveraine. Donc, il y avait un point d'interrogation, je m'engage par une réponse qui est non, aujourd'hui la loi n'est plus souveraine. Et ceci pour 3 raisons. 3 raisons que je vous soumets, donc c'est évidemment à la réflexion. La première raison, c'est que la loi ne contient pas des normes, mais elle contient des mots. Et vous l'avez dit un peu tout à l'heure, les juristes ont tendance à considérer, en tous les cas jusqu'à une période récente, que la norme est dans la loi et que, par conséquent, la loi norme, dicte le comportement des acteurs politiques. Or, sans faire appel nécessairement à la philosophie analytique ou à ce qu'on a appelé le tournant linguistique ou le tournant analytique, la première chose que l'on doit constater, c'est que les lois qui sont votées par le Parlement, elles contiennent, comme diraient les Américains, des marks on paper, c'est-à-dire des marques sur du papier. Ce sont des mots, mais ce sont des mots qui sont porteurs de plusieurs significations. Alors, je peux prendre des exemples pour faire vivre un peu cette observation. Je vais prendre des exemples, si vous le permettez, dans ma discipline qui est le droit constitutionnel. Dans la Constitution, vous savez, il y a un article
l'article 13 qui dit le président de la République signe les ordonnances. Et si vous vous rappelez, en 86-87, il y a eu une controverse sur le point de savoir quelles normes, donc quel comportement, cet article de loi imposait. Pour certains, cette phrase, le président de la République signe les ordonnances, contenait l'obligation pour le président de signer les ordonnances. Donc, compétence liée. Il doit signer. C'est une position, par exemple, qui était défendue par le professeur Yves Godmet. Et puis, un autre professeur de droit, donc, de la même université, qui n'est pas la mienne, qui était Paris 2. Donc, évidemment, à Paris 2, ils sont à Paris 2. Un autre collègue de Paris 2, dans un journal du soir, comme on dit, défendait l'idée que, mais pas du tout, le président signe les ordonnances, le comportement que cela implique, c'est simplement une faculté. Il peut ne pas signer. Donc, si vous voulez, le mot, les mots du droit, hein, le président signe les ordonnances, ce sont des mots, comment dire, vides de sens, donc qui ne peuvent pas normer le comportement du président de la République. Et ces mots ont besoin, évidemment, d'une interprétation. Ces mots ont besoin d'une interprétation, et c'est l'interprétation qui va normer le comportement. Autrement dit, la norme n'est pas dans la loi, la norme est dans la signification qui est donnée aux mots de la loi par celui qui fait usage de ces mots. Alors, ça peut être le fonctionnaire qui a appliqué la loi, mais pour nous, la plupart du temps, c'est le juge qui donc va faire passer un énoncé juridique à sa qualité de normativité juridique. La loi, pour moi, ne peut pas être souveraine parce qu'elle ne contient pas un commandement, elle contient simplement des mots, et ces mots sont donnés à celui qui va concrètement faire vivre la loi en lui donnant une signification. Alors, je pourrais vous donner d'autres exemples et puis appuyer sur un cas jurisprudentiel. Quand j'ai eu l'honneur de siéger dans la commission Jospin sur les problèmes de déontologie et de moralisation de la vie publique, et lors d'une journée, on travaillait sur modifier la réglementation du financement des dépenses électorales. Bien, donc c'était moraliser le financement des dépenses électorales. Et donc, évidemment, il a fallu qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'une dépense électorale. Je ne vous mens pas, on a passé un après-midi entier et on a terminé à 19h par cette définition. Vous pouvez aller voir dans le rapport lié à l'élection. Bon. Et donc, j'ai fait noter dans le rapport, vous pourrez voir, j'ai demandé à ce que dans le rapport, il soit inscrit qu'il ne faudrait pas, le moment venu, qu'on accuse les juges de gouverner, dans la mesure où nous avions nous-mêmes été incapables de définir concrètement ce qu'était une dépense électorale, et on avait renvoyé ça finalement aux juges qui concrètement auraient à dire si un livre qui sort 6 mois ou 1 mois avant une élection, ça fait partie d'une dépense électorale ou pas. Bon, incapable de le dire. Donc vous voyez que le mot dépense électorale n'est pas de nature à normer la loi, puisque l'ambition de la loi, elle est souveraine et veut dire voilà, à partir du moment où il n'y a que des mots, hein, on pourrait comparer
on pourrait comparer avec la musique. Hein. La musique, c'est quoi? C'est des notes sur une portée. Bon, c'est des notes sur une portée. Mais, et après, vous avez la Marseillaise chantée par Johnny Hallyday, par Gainsbourg ou par les chœurs de l'Opéra de Paris. Vous avez des interprétations différentes. Les notes sont les mêmes, mais l'interprétation est différente. Ce point est important et il a provoqué une polémique, une polémique avec la Cour de cassation. Et de manière plus feutrée avec le Conseil d'État, parce que le Conseil d'État est un peu plus habile, au moment de la mise en œuvre de la question prioritaire de constitutionnalité. La question qui était, on parlera peut-être tout à l'heure de la question prioritaire de constitutionnalité, la question qui était posée était de savoir sur quoi devait porter le contrôle du juge constitutionnel. Est-ce que ça devait porter, est-ce que le contrôle devait porter sur l'article de loi tel que voté par le Parlement? Ou bien est-ce que le contrôle devait porter sur l'article de loi tel qu'interprété par la Cour de cassation ou le Conseil d'État? Évidemment, la Cour de cassation disait que ça ne peut porter que sur l'article de loi voté par le Parlement. Le Conseil constitutionnel a dit pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est la motivation. Le Conseil constitutionnel a dit je dois contrôler l'article de loi tel qu'il a été interprété, appliqué par le juge, mettons judiciaire, c'est une décision d'octobre 2010. Pourquoi? Parce que, je cite le Conseil, parce que, dit-il, c'est l'interprétation qui donne, ouvrez les guillemets, sa portée effective à la loi. Autrement dit, sans l'interprétation du juge, la loi ne dit rien. La portée effective de la loi résulte de l'interprétation qui est faite par le juge. Alors, vous voyez les conséquences et pourquoi la controverse, parce que ça veut dire que le Conseil constitutionnel mettait la main, en quelque sorte, sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le juge constitutionnel se donnait la compétence de contrôler l'interprétation par le juge judiciaire de la loi, ce qui est courant en Italie, avec la doctrine du droit vivant, mais qui était chez nous, évidemment, une grosse révolution. Donc, première raison, vous m'arrêtez si je suis trop long là-dessus, mais première raison, le fait que la loi est faite de mots et que les mots sont polysémiques, empêche la loi de remplir sa fonction de normer le comportement des acteurs sociaux, pour résumer la chose. Deuxième raison, et là je rejoindrai le cœur de mon sujet, deuxième raison, la loi n'est pas souveraine parce qu'elle est désormais soumise au nécessaire respect de la Constitution. Prenons deux siècles de distance. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, vous la connaissez tous, c'est « La loi est l'expression de la volonté générale ». En 1985, dans une décision du Conseil constitutionnel, il y a une petite phrase qui a été introduite par le doyen Vedel, qui était à l'époque membre du Conseil, et cette petite phrase est la suivante: « La loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. » C'est, pour nous Français, c'est une véritable révolution culturelle, et y compris révolution au sens de... on revient au point de départ. On passait d'une définition positive de la loi est l'expression de la volonté générale, à une définition négative. Concrètement, là pour vous rappeler quelques exemples, vous avez peut-être encore en mémoire la phrase d'un député socialiste qui s'appelait André Léniel, qui disait « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Cette phrase traduisait parfaitement, de manière basique, la vulgate marxiste. Hein. Vous êtes minoritaire, donc vous avez tort. Avec cette affirmation, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que le vote d'une loi
le vote d'une loi le vote d'un texte ne suffisait plus pour faire de ce texte l'expression de la volonté générale. Il fallait en plus que ce texte respecte la Constitution. Quand on dit ça comme ça, on dit c'est pas grave. Mais si à la place des normes, loi, Constitution, vous mettez les institutions qui le font, vous voyez immédiatement l'interrogation politique ou constitutionnelle que ça pose. La loi est l'expression de la volonté générale, ça veut dire le législateur. Si je mets à la place de loi celui qui fait la loi, c'est-à-dire le Parlement, c'est le Parlement qui exprime la volonté générale. Dans la deuxième définition, le Parlement n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, et si à la place de Constitution je mets Conseil constitutionnel, ça veut dire que le Parlement est soumis au Conseil constitutionnel. Et donc, la loi n'est plus souveraine, et là j'aurais peut-être, pour avoir une discussion ou un désaccord, la loi n'est plus souveraine, et je dirais tant mieux. Je dirais tant mieux parce qu'elle ne l'est plus au bénéfice de la prise en considération pour déterminer ce qui est la volonté générale du nécessaire respect des droits fondamentaux. Vous avez dit la loi, l'état de droit. Non. L'état de droit, c'est l'état. L'état de droit, c'est pas l'état de n'importe quel droit. L'état de droit, c'est l'état où même le législateur, même la loi, est soumise au respect des droits fondamentaux. On distingue généralement l'état de police, l'état légal et l'état de droit. L'état de police, c'est l'état où les gouvernements font ce qu'ils veulent. L'état légal, c'est l'état où la loi soumet l'administration à ses directives, à supposer que... Bon. Et l'état de droit, c'est l'état où le législateur lui-même est soumis au respect de la Constitution. Cette modification qui intervient quasiment donc 2 siècles après la Révolution est pour nous très, très importante dans la mesure où, et c'est pour ça que je parle de révolution, je ne suis pas le seul pour qualifier ce moment, 1985, parce que la révolution de 1789 s'est faite contre cette idée de contrôle de la loi. Les révolutionnaires de 89, leur ambition, ce n'était pas de couper la tête au roi, c'était de couper la tête au juge. La première grande loi révolutionnaire, elle est de 1790. Et cette loi de 1790 interdit aux juges de s'immiscer dans le pouvoir législatif et dans le pouvoir exécutif sous peine de forfaiture. Et la Constitution de 1791 crée le référé législatif, c'est-à-dire l'obligation pour les juges, lorsqu'ils ont un doute sur la manière dont il faut interpréter la loi, d'en référer à l'Assemblée nationale, au corps législatif, comme on dit là-bas. Autrement dit, toute notre tradition française se fait sur, justement, la souveraineté de la loi. La loi est incontrôlable. Le juge ne peut pas contrôler la loi. Je vous rappelle simplement qu'à la même époque, 1803, les États-Unis commencent leur modernité constitutionnelle sur une base totalement différente. C'est l'arrêt Madison versus Marbury, où aux États-Unis en 1803, alors que la Constitution ne le prévoit pas, la Cour suprême des États-Unis va s'auto-donner la compétence de contrôler la constitutionnalité des lois. Et donc vous avez semé en place 2 sociétés, une société fondée sur la loi, l'État et les hauts fonctionnaires, avec une société fondée sur la Constitution, les lawyers et le contrat. Et vous avez 2 cultures qui se mettent en place et qui vont fonctionner à peu près, disons, jusqu'à une période récente où on introduit en France le contrôle de constitutionnalité et donc
on soumet désormais le législateur au respect de la Constitution. Le législateur ne peut plus faire ce qu'il veut. Il doit respecter alors les principes constitutionnels. Ces principes constitutionnels, ils sont contenus dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire la déclaration de 1789, tous les droits civils et politiques énoncés dans la déclaration de 1789, tous les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le préambule de 1946, tous les droits énoncés dans la Charte de l'environnement de 2005, et puis les quelques principes qui sont contenus dans la Constitution. Tout ça forme un bloc de constitutionnalité, et donc désormais il y a une intensité normative qui pèse sur le législateur et qui l'empêche de choisir souverainement le régime juridique qu'il estimerait, lui, nécessaire. Alors, on peut prendre de multiples exemples, mais autant prendre l'exemple, disons, le premier, qui est notre Madison versus Marbury, c'est la décision du 16 juillet 1971, où le législateur, nous sommes en 1971, le législateur modifie le régime des associations et décide que désormais la création des associations sera soumise à une autorisation du préfet après une enquête de la justice. Décision politique. Eh bien, le Conseil constitutionnel a censuré, a annulé cette loi au motif qu'il y avait un principe supérieur auquel le législateur ne pouvait pas toucher, et que ce principe était le principe de la libre création des associations. Et il a été cherché où, ce principe ? Il a été le chercher dans la loi de 1901, qui pose le principe de la libre création des associations. Et vous voyez, la chose importante, c'est que ce principe, il se trouve dans une loi de la République. Et c'est le juge constitutionnel qui a fait passer ce principe, qui est un principe législatif puisqu'il était dans la loi, il lui a donné, il l'a requalifié, requalification juridique, il l'a requalifié en principe constitutionnel et il a dit au Parlement, tu n'as pas le droit de voter une loi qui soumet les associations, la création d'associations à une autorisation administrative. C'est vrai pour la garde à vue, enfin bon, toutes les décisions auxquelles évidemment dont on pourrait parler dans la discussion, mais qui montrent bien que désormais la loi est soumise au respect de la Constitution, donc elle n'est plus souveraine. Et les parlementaires en souffrent, enfin, les parlementaires le disent. Alors, comment ils disent ça, les parlementaires ? Ils disent, les projets de loi passent d'abord devant le Conseil d'État. Nous, on est là au milieu. Après, ils passent au Conseil constitutionnel. Donc, finalement, on est coincé entre le Conseil d'État qui examine les lois avant qu'elles soient discutées au Parlement, et après, on est coincé par le Conseil constitutionnel qui nous dit « tu ne peux pas faire tout ce qu'on veut ». Donc, le Parlement dit « mais à quoi sert-on » Il y a là, donc vous voyez, quand derrière la formule « la loi est-elle toujours souveraine ?» si je transforme ça dans une problématique institutionnelle et plus normative, la question c'est « le Parlement est-il toujours souverain ?» Bon, deuxième point. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait l'heure qui tournait. Donc, troisième et dernier point troisième raison pour laquelle je considère que la loi n'est plus souveraine, c'est que elle est aujourd'hui, me semble-t-il, concurrencée par un autre acte juridique qui est le contrat. Alors, vous avez parlé de droit souple. Vous avez fait référence notamment effectivement à toute la réglementation concernant la RSE, la responsabilité sociale des entreprises.
quand on regarde les lois les plus importantes qui ont été votées, les lois en général, de plus en plus, les lois sont votées après, après qu'elles aient été préalablement négociées avec les acteurs sociaux. Je ne parle pas simplement des ordonnances, mais toutes les lois, avant d'être soumises au Parlement, sont aujourd'hui contractualisées en amont. Parce que, prenez la loi sur l'euthanasie, enfin, faut pas dire euthanasie, enfin, la sédation. Bon, il y a d'abord eu des discussions, des négociations avec les différents comités, et puis ça vient après devant le Parlement. Et souvent, le Parlement se trouve dans la simple position d'avoir à donner son label à des normes qui ont été négociées avant par les acteurs sociaux. On a donc aujourd'hui, et de ce point de vue, ça me paraît une bonne chose, je pense que François Mitterrand a eu cette expression, il a parlé de la force injuste de la loi. La force injuste de la loi. Alors évidemment, pas trop ce qu'il voulait dire, mais en tous les cas, il y a le jeu de l'interprétation qui est là. Interprétation possible, la définition de la loi, d'habitude, c'est elle est générale et impersonnelle. Elle est générale et impersonnelle. Bon. C'est un acte juridique qui est, à mon avis, pertinent lorsque la société est homogène. Mais dans une société qui est complexe, dans une société Y, comme disent les jeunes aujourd'hui, dans une société d'individus, qui pour moi doit être différenciée d'une société individualiste. Une société d'individus n'est pas une société individualiste. Chacun demande à ce que son parcours soit pris en compte. Et par conséquent, la loi étant générale et impersonnelle, elle est forcément injuste parce qu'elle ne colle pas aux différents contextes géographiques, sociologiques, historiques, alors que le contrat, lui, est tout terrain. Il s'adapte en fonction des situations. Et alors, on le voit, je dirais, même dans un domaine où on ne pensait pas du tout que le contrat pouvait rentrer, c'est le droit pénal avec le plaidé coupable. Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire, l'accusé peut négocier sa peine en disant « Ok, je reconnais, je suis coupable, mais en échange... Bon. » Alors qu'on pensait que le droit pénal était précisément la dernière discipline où là, on ne négocie pas sa peine. Hein. Or, ça rentre. L'idée contractualiste rentre, y compris dans le droit pénal. Donc, si la loi n'est plus souveraine, et j'en terminerai par là, si la loi n'est plus souveraine, c'est parce qu'aujourd'hui, la complexité de nos sociétés appelle peut-être un autre acte qui est plus en connexion avec la complexité de nos sociétés et qui est le contrat. Et ce faisant, on retrouve qui? On retrouve Portalis. On retrouve le grand discours de Portalis, que je conseille régulièrement à mes étudiants de lire, relire et relire, même si je suis publiciste et non pas privatiste, dans la mesure où, que dit Portalis? Portalis dit « la loi doit ne comporter que des maximes générales. » Des maximes générales. Et tout le reste, dit Portalis, doit être renvoyé à ceux qui ont en charge de faire vivre ces maximes générales dans le concret de la vie de chacun. Parce que la loi ne peut pas tout prévoir dans le détail, et par conséquent, la loi ne peut pas être souveraine, elle ne peut pas normer le comportement. Il y a d'autres actes que la loi qui peuvent, aujourd'hui, dans cette société complexe, mieux ordonner les rapports sociaux. Je vous remercie. Alors, le citoyen, Monsieur Spinosi. Alors, le citoyen face à la loi, c'est mon sujet.
Dans ce thème plus général de la question de la souveraineté de la loi, on passe nécessairement aussi par la question de la définition du sujet. Alors, le citoyen, c'est pas l'individu justement, c'est celui qui vit dans la cité. Donc c'est un individu mais socialisé. Et la question de savoir quel est son rôle face à la loi se repose de la même manière la question de savoir ce qu'on entend par la loi. La loi, vous en avez parlé tout à fait brillamment à travers les définitions. On oppose la loi en général formelle, qui est celle dont vous avez parlé, qui est la loi issue du Parlement, à la loi matérielle, qui d'une façon plus générale est une règle de droit qui est impersonnelle, écrite et qui va avoir un caractère normatif. On voit bien donc que c'est la loi au sens matériel qui dépasse la distinction qui peut exister dans notre Constitution entre le pouvoir réglementaire, le pouvoir législatif. C'est la norme écrite au sens large. Et quand on s'interroge donc de savoir quelle est la réaction du citoyen face à la loi, que peut-il? Est-ce que la loi est toujours souveraine? On pose nécessairement la question de savoir si le citoyen doit nécessairement subir la suggestion de la loi, obligatoirement, nécessairement, ou est-ce qu'il a des moyens de combattre cette loi au sein de la cité. Et cette question, elle est évidemment philosophiquement extrêmement compliquée, parce que en réalité, la loi, elle exprime la volonté générale, elle exprime normalement le bien commun. Et dans notre société occidentale, elle a été votée par la majorité avec le principe même démocratique que vous évoquez. À partir du moment où c'est la majorité qui a voté la loi, eh bien la minorité, c'est le principe de la tyrannie de la majorité au sein de la démocratie, la minorité accepte le principe qu'elle a tort et qu'elle appliquera la loi qui a été votée par la majorité, à charge pour elle d'essayer d'obtenir, lors d'une prochaine élection, la majorité. Donc, cette question du citoyen, c'est une question que je trouve absolument déterminante. Qu'est-ce que moi, vous, chacun, on peut faire face à la loi? Et cette question, elle n'est absolument pas nouvelle, et on en trouve des traces depuis qu'il existe une pensée en Occident, et elle renvoie assez naturellement à des problématiques issues d'Antigone, par exemple, la pièce de Sophocle, où vous vous souvenez que Antigone, donc, qui est la fille d'Œdipe, qui s'est crevé les yeux et qui est partie abandonnant le trône de Thèbes, ce qui a créé une guerre de succession entre ses deux fils, Éthéocle et Polymnice. Et les deux s'entretuent fratricidement, c'est toujours assez gai, les histoires de la mythologie grecque. Et du coup, c'est Créon qui devient roi de Thèbes, et Créon décide que Éthéocle est mort en héros, mais son frère Polymnice, lui, a porté les armes contre Thèbes, et donc on ne doit pas enterrer son corps. Et la pauvre Antigone refuse l'édit de son oncle, l'édit de Créon, et dit non, j'irai enterrer le corps de mon frère Polymnice. Et Créon l'arrête et lui dit tu as violé la loi de la cité, la loi des hommes. Et Antigone lui dit non, peut-être que j'ai violé la loi des hommes, c'est vrai, mais j'ai respecté une loi qui est une loi supérieure à la loi des hommes. C'est la loi des dieux, la loi naturelle. Tu n'as pas, toi, l'autorité, Créon, homme que tu es, tu peux réglementer Thèbes, mais tu ne peux pas aller contre une loi qui est une loi qui lui est supérieure. Et il y a bien cette idée qui se dégage, qui est vraiment celle qui nous intéresse, celle de savoir, en réalité, est-ce qu'un citoyen peut s'opposer à la loi, et s'il le fait, sur le fondement de quel autre principe? C'est ça, évidemment, la problématique à laquelle est confronté le citoyen. Certes, il peut dire qu'il n'est pas d'accord avec la loi, mais à la condition qu'il ait un autre référent. Et ici, le référent qui est invoqué par Antigone, c'est cette idée d'un droit naturel. Il faut relever que cette pensée est déjà extrêmement moderne en réalité dans la pensée antique, parce que si on fait une comparaison avec par exemple Platon qui lui aussi est condamné, alors là ce n'est pas une loi mais c'est une décision de justice, on peut quand même faire un parallèle, et il est condamné par une décision injuste
la condamnation de Platon est injuste. Et quand dans le Criton, on vient voir Platon, ses disciples viennent dire mais cette décision est injuste, tu n'as pas à la respecter, tu es libéré de ton obligation à l'égard de cette décision, puisque cette décision va contre la justice. Et Platon dit certes, c'est vrai, la décision est totalement injuste, j'en conviens parfaitement, mais cette décision a été prise par une autorité légitime. Elle a été prise par l'agora. Et je respecte les lois de la cité, au-delà de la question de ma propre justice ou de mon propre sentiment de justice. Donc oui, cette décision est injuste, oui, ce jugement est injuste, potentiellement cette loi est injuste pour Antigone, mais pour autant, je vais accepter son application, car trop souvent, j'ai vu le bien que m'a donné la cité, et donc je dois me sacrifier au nom du bien collectif. Cette idée, néanmoins, donc, de droit naturel, elle est, à mon avis, au cœur de notre interrogation. Donc, cette idée d'un droit qui est au-delà des hommes, avec l'idée potentiellement, donc on va voir, d'un droit divin. C'est un droit qui est un droit qui est intemporel, immuable, et qui est par nature parfait, en réalité. À la différence de la loi des hommes, qui, elle, est par nature, comme les hommes d'ailleurs, imparfaite, c'est-à-dire conjoncturelle. La loi n'est pas la même dans chaque endroit, ni à chaque moment, elle est temporaire. Et en réalité, c'est bien ce conflit qu'il faut juger, et surtout, en réalité, de trouver qui est susceptible de pouvoir juger de ce conflit. Cette notion de droit naturel, qui est esquissée dans l'Antiquité, elle va rester latente. On la retrouve chez Aristote, elle passe chez saint Thomas d'Aquin, puis elle renaît un peu avec Grotius, Hobbes, et puis évidemment elle aura d'autant plus de retentissement dans le cadre des Lumières. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en réalité elle qui sous-tend les premières grandes déclarations des droits de l'homme, ces déclarations justement des droits naturels, puisque c'est ainsi qu'ils sont nommés dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, mais c'est de la même manière les déclarations du Bill of Rights de la Constitution américaine. Et ces déclarations, j'en reparlerai, sont les ancêtres directs des déclarations qui sont les déclarations modernes, je dirais, qui sont celles qui ont fleuri après la Deuxième Guerre mondiale, pour des raisons dont on parlera. Alors, je dirais, face à ce droit immanent supérieur, derrière, comment s'organise cette évolution de la pensée occidentale autour d'un droit potentiellement naturel? Comment s'organise la pensée du droit, qui est le droit des hommes, et la question de la légitimité de la norme en Occident? Alors, on va assez naturellement, parce qu'on est en Occident, passer de Rome à la chrétienté. Et qu'est-ce que dit Jésus, en fait, sur ces questions? Enfin, le Christ dit, quand on lui pose la question de la loi, est-ce qu'il faut appliquer la loi romaine? Est-ce que tu veux être un séditieux? Est-ce que tu veux t'opposer, en réalité, à Rome? Et il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'assez fondamental dans notre pensée occidentale sur la notion de loi et droit naturel, droit de la cité. Le Christ dit mon royaume n'est pas de ce monde. Les lois, les principes, les lois du royaume des cieux valent pour le royaume des cieux. Vous êtes sur terre. Vous appliquez les lois qui sont prises par vos souverains, s'ils sont légitimes, mais le droit de Dieu n'a pas vocation à contrecarrer les droits qui sont les droits de la cité. Donc on est dans une situation qui est un peu différente d'ailleurs de celle d'Antigone, où il y avait bien une opposition frontale. Et donc on va nous développer, je dirais, creuser notre sillon sur cette idée-là, avec derrière le principe selon lequel on va avoir une autorité légitime qui va édicter du droit, qui va être chez nous un souverain, qui tire d'ailleurs son droit à faire du droit de Dieu. Et puis, 1789, c'est évidemment la reprise en main du pouvoir législatif par le peuple et l'affirmation fondamentale que, en réalité, la loi est effectivement souveraine, c'est-à-dire la loi, c'est
c'est l'arme des gouvernants pour unifier et contrôler un pays. Voilà. Pendant tout l'Ancien Régime, les souverains français se sont battus pour étendre leur influence et par le biais justement du développement législatif, des ordonnances, d'essayer de limiter l'existence des pratiques qui étaient les pratiques anciennes pour restructurer un royaume. Ça aboutit en 1789 à l'affirmation d'une république, une indivisible, soumise à la loi. Et donc la loi devait être une pour tout un chacun, et il n'y avait rien d'autre que la loi. Et cette loi, elle tirait toute sa légitimité de la souveraineté populaire. Voilà. C'était le peuple qui était véritablement seul susceptible, véritablement souverain, seul susceptible d'édicter du droit. Avec tout ce que vous avez rappelé. Plus de juges. Le juge, Dieu nous garde de l'équité des parlements, le juge qui avait été celui justement qui contrecarrait le pouvoir royal, qui essayait d'atténuer l'efficacité des gouvernants. Voilà, le juge, il est soumis complètement à la loi. Il n'a même pas le pouvoir de l'interpréter. Il a vocation à simplement être la bouche de la loi, à simplement dire et appliquer le droit. C'est évidemment la loi, c'est évidemment impossible. Et ça a amené évidemment, via l'interprétation, un rôle qui a été un rôle qui est assez créateur. Mais je trouve que dans votre présentation, qui est très juste, monsieur le professeur, quand vous évoquez deux systèmes qui sont en train de se mettre en place, un système de droit continental, qui est notre système, qui est assis sur le droit, codifié, de droit écrit, et un système qui est un système anglo-saxon au sens large, issu de la common law, mais qui va se développer essentiellement, effectivement, aux États-Unis, qui est totalement différent du nôtre, puisqu'il est fondé non pas sur une loi, mais bien sur une pratique judiciaire, et la nécessité, effectivement, d'un pragmatisme juridique qui passe par la prise en considération, 1, du contrat, 2, du rôle du juge. Eh bien, je pense qu'on a effectivement deux traditions juridiques qui sont totalement différentes, qui vont coexister pendant tout le XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le XIXe siècle, notre droit naturel est un peu en peine, en fait. C'est le développement de l'industrialisation, l'avènement effectivement du pragmatisme, on pousse vers le positivisme, aussi bien dans les sciences que juridiquement. Et au fond, on en arrive à la mise en avant de la loi comme étant véritablement le seul objet de droit susceptible de pouvoir donner une balance qui soit une balance objective, toujours parce qu'il est assis sur la question de la légitimité populaire. Et puis la grande faille, c'est évidemment la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, le monde occidental découvre avec une certaine stupeur que des régimes qui avaient une apparence de légitimité, en réalité, qu'il s'agisse de Vichy ou du Troisième Reich, ont été capables de produire des lois qui sont des lois innommables, qui ne peuvent pas être considérées. On est obligé de trouver une solution pour dire ces lois vont contre le droit. Même si elles ont été potentiellement l'expression d'une certaine légitimité, elles sont nécessairement hors le droit. Et c'est à partir de 1945 que vont renaître, justement, face à cette menace, les grandes déclarations. La Déclaration universelle des droits de l'homme, initiée par René Cassin et par Eleanor Roosevelt, et derrière, la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration européenne des droits de l'homme. Et c'est aussi à ce moment-là que des pays en Europe qui ont été le plus marqués par cette dérive de la loi vont mettre en place un contrôle constitutionnel, beaucoup plus poussé que celui que l'on a connu, nous, en France, où, en 1958, effectivement, on va mettre en place un conseil constitutionnel, mais qui a un pouvoir de contrôle de la Constitution beaucoup plus léger. Où est-ce que le contrôle constitutionnel en Europe est présent très tôt? En Allemagne, en Italie, en Espagne, qui sont des lieux qui, pour nazisme, fascisme, franquisme, ont connu la dérive de la loi. Et là, très tôt, on se dit il faut un garde-fou. Il faut donner une garantie aux citoyens que la loi ne dérape pas. Alors, nous n'avons pas connu ça, parce que nous avons eu la chance d'être dans les vainqueurs de la guerre. Et en revanche, ce que nous allons connaître,
et je dirais un peu malgré nous, c'est le développement de l'Europe et la signature d'un certain nombre de traités. Aussi bien la Convention européenne des droits de l'homme, dont j'ai parlé, mais évidemment le développement de l'Union européenne. Et il existe dans notre Constitution un article 34 qui dit que le traité est supérieur à la loi dans la pyramide de Kelsen, positiviste s'il en est, qui pose en principe qu'une loi doit nécessairement être conforme à un traité. Et vous parliez de 1985, de la décision du Conseil constitutionnel. Moi, je reviendrai à 1975, qui est un arrêt absolument déterminant en droit français, qui est l'arrêt Jacques Vabre, où la Cour de cassation reconnaît le principe selon lequel, lorsqu'il y a un conflit entre une loi française et un traité, quand bien même la loi serait postérieure au traité, c'est bien toute l'idée, eh bien, c'est le traité qui doit l'emporter. Et donc, ce principe d'une supériorité du traité face à la loi est posé comme étant un des fondements de notre architecture constitutionnelle et juridique. Le Conseil d'État met un peu plus de temps, parce qu'il a un peu plus de mal. Il va rendre la même décision en 1989. Entre-temps, le Conseil constitutionnel, en 1971, a dit « Moi, je ne m'occupe que de la Constitution, je ne m'occupe absolument pas des traités, donc faites-en ce que vous voulez. Moi, je renvoie au juge ordinaire, c'est pas ma matière. » Et donc, on se retrouve, 75-89, donc à partir de 1990, avec un juge qui n'est pas forcément la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui peut être n'importe quel juge. On finira par arriver à la Cour de cassation et le Conseil d'État, mais un juge à qui on dit, écoute, toi, le juge, là, il y a une loi, on t'a appris toute ta vie que ce que tu devais faire, c'est l'appliquer, mais il y a quand même une exception. À partir du moment où il y a un traité qui n'est pas en accord avec cette loi, tu ne dois pas l'appliquer. Alors ça a été, c'est la révolution, révolution institutionnelle complète. Personne ne s'en est rendu compte. Et à mon avis, le législateur, pas du tout non plus, en fait. Et les juges encore moins. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces trucs-là là ? Au début, moi je me souviens, donc là on est 90, on n'est pas non plus il y a 250 ans. Donc là on est en train de parler d'un présent qui est presque, d'un passé qui est presque présent. Et à ce moment-là, par ailleurs, donc vous avez en 80 donc la France qui reconnaît la possibilité du recours individuel, c'est-à-dire la possibilité, là aussi elle avait bien traîné les pieds, de pouvoir être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme à partir du moment où il y avait une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Convention européenne des droits de l'homme, droit de l'Union, tout ça est supérieur donc à la loi. Et donc à partir de 80, les citoyens, justement, qui perdent devant les juridictions françaises, vont à la Cour européenne des droits de l'homme. Et ils posent leurs questions. Et la Cour européenne des droits de l'homme dit, non, la loi française, là, elle est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, telle que je l'interprète, moi. Et c'est moi qui l'interprète. On ne va pas m'expliquer comment j'interprète la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, à partir de 81, il va y avoir un certain nombre de décisions de condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis, ça ne va pas être des petites condamnations, en fait. C'est-à-dire que vont être remis en cause un certain nombre de principes qui étaient des principes qui étaient très ancrés dans le droit français. Donc, la reconnaissance du droit pour les transsexuels à pouvoir avoir un état civil conforme à leur état, l'interdiction de distinguer entre l'enfant adultérin et l'enfant naturel, tout notre régime des écoutes téléphoniques. Petit à petit, on glisse vers tout le champ de la procédure pénale, avec la question, par exemple, de la représentation du prévenu absent. Bref, notre droit, petit à petit, est en train de se modeler. Et alors moi, ce dont je peux témoigner, c'est que par rapport à ça, il y avait une interrogation très forte des juges. Et je me souviens, là, on est donc à la fin des années 90, au début des années 2000, et il y a des conflits qui sont des conflits frontaux entre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence, par exemple, de la Cour de cassation. Et quand on plaide devant la Cour de cassation, en disant « mais vous vous rendez bien compte, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller, qu'il
Si vous rendez cette décision, il n'y a pas de doute, la Cour européenne vous l'a déjà dit, il y aura une condamnation de la France à Strasbourg. Et les magistrats disant, mais je suis d'accord avec vous, maître, sauf que ce n'est pas à moi, juge, de décider de neutraliser la loi française. S'il y a un problème de conformité de la loi avec la Convention européenne, c'est au législateur d'intervenir. Moi, j'applique le droit. Ça a eu un temps. Ils ont abandonné, évidemment, début des années 2000. Globalement, les choses ont changé considérablement. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, en 2000-2010, ça a été le temps de l'adaptation. Depuis 2010, maintenant, les cours suprêmes, que ce soit le Conseil d'État ou que ce soit la Cour de cassation, de la Convention européenne des droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes donc bien dans une société où le citoyen peut aller voir n'importe quel juge, et pas simplement le juge constitutionnel, n'importe quel juge, pour lui dire, voilà, cette loi-là, elle a peut-être été votée par qui vous voulez, je considère qu'elle viole mes libertés fondamentales, donc je vous demande de ne pas l'appliquer. Et là, on a eu la garde à vue dont on a parlé tout à l'heure, la question du statut du parquet, toute une jurisprudence qui s'est développée autour de la liberté d'expression, la question du statut des enfants qui sont nés d'une gestation pour autrui à l'étranger, toute la question de la manifestation du fait religieux dans notre société et dans l'entreprise. Donc ça, c'est notre société aujourd'hui. Voilà. On a complètement changé de paradigme et le citoyen aujourd'hui, il est fort face à la loi à partir du moment où on touche au socle inaliénable de ses libertés fondamentales. Un mot sur la QPC, à cet égard, que vous avez présenté. La QPC, c'est globalement la même chose, mais par un système qui est un système interne. D'ailleurs, c'est ce qui a été voulu, en réalité. C'est-à-dire que la QPC a été, donc, question prioritaire de constitutionnalité qui permet, dans le cadre d'un litige, de soulever la question de la conformité de la loi à la Constitution, et au-delà de la Constitution, à l'ensemble des droits et libertés que la Constitution garantit, donc tout le bloc de constitutionnalité et droits dont on a parlé tout à l'heure. Révolution, là aussi, en tout cas institutionnelle pour nous. Ça n'est que la transposition de ce qui existait déjà via le contrôle de conventionnalité, le contrôle donc de la Convention européenne des droits de l'homme, mais dans notre droit à nous, c'était quelque chose qui était totalement nouveau. C'était tellement nouveau en réalité que le Parlement l'avait largement repoussé. Ça avait été présenté plusieurs fois. En 1981, il y avait eu une tentative, Robert Badinter était revenu en 1988, et à chaque fois, le Parlement avait dit non, on ne va pas accepter que toutes nos lois, déjà on a un contrôle en amont de nos lois avant qu'elles soient votées, on ne va pas en plus accepter que des juges, le Conseil constitutionnel, même si c'est des juges qu'on connaît et qu'on aime bien, se mettent à contrôler nos lois, donc non. Et puis, comme il y a eu cette montée en puissance très forte du contrôle des lois par le juge, la Cour européenne des droits de l'homme, là, on a dit aux législateurs, de deux choses, de toute façon, il existe. Donc, ou c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui risque de vous condamner, ou on propose que ça soit plutôt le Conseil constitutionnel. Des gens qu'on connaît mieux quand même, ils comprennent mieux ce qu'on fait, ils sont plus sensibles, on les nomme quand même. Donc, on peut leur parler, plus qu'aux juges slovènes qui parlent même pas notre langue, quoi. Bon. Et c'est un peu caricatural, mais je parle sous le contrôle du professeur Rousseau, mais si on relit les travaux de 2008, c'est globalement l'idée. Hein. Bon. Et c'est ce qui s'est passé. Et ils ont dit, très bien, et du coup, on a créé cette question prioritaire de constitutionnalité, qui a été globalement, donc, la version officielle, c'est qu'il fallait que justement les citoyens, les Français, puissent se réapproprier la Constitution. Oui. Il fallait internaliser un contrôle qui était un contrôle de la loi auprès de juges qui étaient des juges français. Bon. La question prioritaire de constitutionnalité a eu un double effet. Il y avait une volonté qui était une volonté, comme je l'ai évoqué, d'assécher en fait le recours individuel à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je dirais que ça a globalement fonctionné, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel préempte un très grand nombre de questions relatives aux libertés fondamentales, et du coup impose sa propre interprétation à l'ensemble des juridictions françaises, quitte à ce que le citoyen aille derrière la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est une autre histoire, et surtout cela prend beaucoup plus de temps. En revanche, je trouve que la question prioritaire de constitutionnalité, en imposant en réalité à tous les juges de France de faire du contrôle de la loi, a
nécessairement libérer une entrave qui existait dans l'esprit des juges. Les juges n'étaient pas formatés à contrôler la loi. À l'ENM, on leur expliquait l'inverse exactement. Donc, il y avait une réticence. Ils étaient hors de leur zone de confort. Et ils ont été d'ailleurs meurtris par la QPC en disant mais comment on va faire, c'est compliqué, c'est du travail supplémentaire. Mais aujourd'hui, tous les juges de France font de façon quotidienne du contrôle de normes entre des normes supérieures et la loi. Donc, on vit aujourd'hui dans une société qui est une société où, pour moi en tout cas, et je vous rejoins, la loi n'est évidemment plus du tout souveraine. Le législateur est à l'initiative de la loi, c'est toujours lui qui est le moteur de la fabrique du droit via la loi, et la loi est le véhicule naturel du droit, sauf qu'il y a un bloc, qui est un bloc aujourd'hui irréductible, inatteignable, hors du contrat social, qui est constitué par les libertés fondamentales. Et celui qui est le garant de ce bloc, à l'égard des citoyens, c'est le juge. C'est le juge judiciaire, administratif, via le contrôle de conventionnalité, l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est le juge conventionnel, le Conseil constitutionnel, via aujourd'hui la QPC. Le cas échéant, c'est le juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Et demain, d'ailleurs, vous savez que la Convention européenne des droits de l'homme a été adoptée et qu'il existe par le droit de l'Union européenne et qu'il existe maintenant donc une charte qui est le pendant de la Convention européenne des droits de l'homme. Demain, donc, tout le monde s'accorde à dire que la Cour de justice de l'Union européenne, elle aussi, aura son mot à dire en matière de droits fondamentaux. Donc, on en est à ce stade de notre existence juridique, totalement nouveau. Ça ne va pas sans heurts. Il est certain qu'aujourd'hui, il y a des résistances très fortes à ce mécanisme et un souvenir souverainiste qui est extrêmement présent. Et on le voit d'ailleurs dans les débats politiques. À chaque fois d'ailleurs qu'il y a une décision qui fait parler un peu d'elle, qui est rendue par la Cour européenne des droits de l'homme ou par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État, évidemment, il y a un certain nombre de voix d'hommes politiques qui disent « mais c'est inacceptable, c'est le peuple qui est le peuple souverain, comment les juges se permettent-ils d'eux ? Certes, la Convention européenne des droits de l'homme, mais de toutes les façons, il faut en sortir, le cas échéant, si ça pose un problème, de toutes les façons, on doit pouvoir trouver des voies d'exception. » Voilà. Donc, il y a un débat politique aujourd'hui. Ce changement total de notre système ne va évidemment pas sans heurts par rapport à notre idée de la démocratie. 3 remarques en conclusion. La première, c'est que pour moi, on a changé de démocratie. On est depuis une quinzaine d'années, effectivement, passé dans une démocratie où le juge a un rôle qui n'était absolument pas le sien auparavant. Et par juge, encore une fois, j'entends aussi bien le juge de droit commun que le juge suprême, que le juge constitutionnel, que le juge européen. Et donc on est passé dans une démocratie judiciaire. C'est-à-dire que oui, c'est le Parlement, mais sous le contrôle des libertés fondamentales qui sont vérifiées par le juge. Aujourd'hui, Antigone, elle irait voir son juge. Elle dirait l'édit de Créon, il est peut-être conforme, la loi de Créon, elle méconnaît telle autre loi qui est une loi supérieure. Elle poserait une question prioritaire de constitutionnalité. Qu'elle gagnerait d'ailleurs. Bon. C'est voilà. défendu par... Non, mais pas forcément. Le droit naturel. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien beau de dire ça, en pratique, c'est pas du tout simple. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes un citoyen et que vous voulez vous opposer à la loi, et que vous décidez de dire, de toute façon, moi, je conteste la loi parce que j'ai un droit fondamental qui est supérieur, ça ne se fait pas sans risque. Hein. Pour vous donner un exemple pratique, on est en train de se battre là sur le cas de Cédric Héroux, vous savez, donc, qui accueille des migrants, qui est un peu un militant, figure assez controversée, ce qui est un terme relativement neutre, mais à travers sa figure, au cabinet, on veut poser la question du délit de désobéissance civile. C'est-à-dire, enfin, pas de désobéissance civile, le délit, en fait, de solidarité,
qui aujourd'hui permet de condamner une personne à partir du moment où il va aider des personnes qui sont en situation irrégulière, même s'il a été déjà un peu plus encadré. Cet exemple est un exemple typique. Dans 5 ans, peut-être, ce délit n'existera plus. Ou en tout cas, les gens qui ont fait la même chose que Cédric Héroux ne seront plus susceptibles d'être poursuivis. En attendant, Cédric Héroux, il est condamné, il passe son temps en garde à vue et il est en opposition directe avec le système. Donc, c'est pas parce que vous avez un droit que pour autant vous arrivez et vous dites liberté fondamentale et puis d'un seul coup tout s'arrête. Loin de là, il faut se battre et il faut se battre très très longtemps pour réussir à obtenir une quelconque satisfaction. Troisième remarque en conclusion, vous l'avez évoqué parfaitement, on est aujourd'hui face à une société où montée du pouvoir du juge, qui a un rôle de plus en plus essentiel dans notre organisation, montée en puissance d'autres normes, la soft law, les normes pratiques, retour un peu, je dirais, de ce qui pouvait être une sorte de coutume, d'habitude de certaines activités du contrat. Et en réalité, c'est quoi? Vous l'avez dit, c'est le système anglo-saxon. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'importer, via justement la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de l'Union, des habitudes qui sont issues non pas de notre tradition de droit continental, mais bien de la common law, et notre système s'imprègne du droit anglo-saxon. Et en réalité, il n'y a rien de totalement étonnant à cela, puisque d'une façon générale, si vous prenez l'histoire du monde, eh bien, les sociétés qui sont soumises à un dominant, en général, petit à petit, s'adaptent à son droit. Et il est difficile de dire que dans notre monde occidental, nous ne soyons pas soumis à la domination de la pensée et de l'économie anglo-saxonne, et en particulier américaine. Dernier point, et j'en terminerai par là, comme toute chose, on est en train de parler aujourd'hui de questions de droit fondamental, de droits de l'homme, de droits qui appartiennent à l'intégrité de chacun. C'est notre pensée occidentale. C'est-à-dire que ces droits de l'homme, cette notion de droit naturel, cette possibilité de contester la loi, la notion même de loi, voilà, on raisonne dans notre partie du globe. Il ne faut pas se tromper. Il y a d'autres cultures, d'autres rapports au droit, d'autres rapports à la loi. Et quand on essaye de transposer ou de plaquer nos solutions sur ces autres cultures, c'est compliqué.